Et salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Et ben écoutez, aujourd'hui on connaît enfin toutes les cartes du chapitre 2 de l'Orcana qui sont disponibles sur l'appli. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde une par une. Alors on va pas faire une vidéo de 4 heures, hein, donc je vais les commenter très rapidement. Je les découvre en fait, hein, donc j'avais envie de filmer tant qu'à faire. Donc on va les regarder une à une. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vais sûrement parler de stratégie, en oublier certaines et faire des erreurs sur d'autres. Donc n'hésitez pas à me corriger, ce sera avec plaisir. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne plus de visibilité et c'est toujours très sympa. Alors c'est parti. Alors en jaune, on a Timide qui coûte 4 qui est ancrable, 2 d'attaque, 5 de défense et qui lore pour 3. Et ça dit, vous devez avoir un autre personnage 7 nains en jeu pour pouvoir envoyer ce personnage à l'aventure. Donc tous les nains là vont aller ensemble. Il y aura peut-être un deck nain. J'en doute, ils ont l'air drôles. Je sais pas si ça va être vraiment fort. Ça va être marrant, c'est sûr. Mais on va voir tous les autres nains arriver après. On a Jean-Christophe qui coûte 6, qui est ancrable. 2 pour 6. C'est pas des bonnes stats ça, hein. Si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, quand vous redressez ce personnage, gagnez 2 éclats de l'or. Et pour partir à l'aventure, il gagne de l'or. Alors il est intéressant parce que dans des decks jaunes comme ça, un peu aggro, qui cherchent à gagner sans attaquer ou autre, ça peut être pas mal, hein. Alors pour qu'il se redresse, il faut qu'il ait survécu au tour. Donc ça c'est possible parce qu'il a une bonne défense. Mais on a aussi des cartes des fois qui redressent. Alors je sais pas, là comme ça j'en vois pas, mais il doit y en avoir j'imagine. Et peut-être qu'on aura des combos et gagner de l'or comme ça peut être intéressant. On a une Cendrillon. Alors elle, on va la regarder de près parce qu'il y a des Cendrillons en alter à mettre. Donc là, on surveille les Cendrillons de près. Elle coûte 1, elle est ancrable. 1, 2. Et elle farm 1 de l'or. Mélomane 3. Elle peut chanter des chansons de 3. Ok, alors ça, extrêmement fort. Très très bonne carte qui va changer beaucoup de decks. Déjà parce qu'il y a d'autres Cendrillons alter, notamment la grosse grise là qu'on connaît tous en 5-5, on la verra tout à l'heure. Et la placer dessus, c'est bien. Et au premier tour, enfin disons tour 2 avec une carte à 1, chanter une chanson à 3, il y a des chances que ce soit fort, hein. Je vois pas de chanson à 3 comme ça, mais il y a des chances que ce soit vraiment pas mal. Cobra Bubble, je connais pas le dessin animé celui-là. 7 ancrable, 5-9. Il va chercher que 2 de l'or. Difficile à dire ce qui coûte cher, mais on a remarqué que sur les cartes chères, celles qui ont une bonne défense sont meilleures, en tout cas dans les decks du chapitre 1. Et donc peut-être ce genre de personnage peut surprendre et s'avérer très efficace. Je pense au gros Stitch là qui coûte 7, ou au chien des enfers là, je sais plus comment il s'appelle en gris. Mais c'est des cartes qui étaient fortes parce qu'elles avaient une excellente défense, même si elles coûtaient cher. Alors les nains, deuxième nain. 3 avec de l'encre, 2 d'attaque, 3 de défense. Il farm à 2 l'or. C'est pas des bonnes stats d'attaque, mais bon. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte 1 de moins. Ok, c'est intéressant, mais si on l'envoie à l'aventure, il va pas survivre 3 ans, hein. On va voir tous les autres nains. On a Simplet, il coûte 3, il a des stats encore pires, lui, 2-2. Quand ce personnage est banni, vos autres personnages 7 nains gagnent plus 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors si on l'utilise pour le suicider, pourquoi pas. Et on peut avoir une flopée de nains qui deviennent tout de suite très très forts en attaque. Par contre, si l'adversaire le tue, bah, bof, hein. Parce que l'adversaire le tuera en dernier une fois que tous les autres ont été occupés, et voilà quoi, hein. Ouais, faut vraiment l'envoyer au suicide pour qu'on voit son efficacité, celui-ci, hein. On a une 1-9 pour 5 qui farm à 2 l'or. Celle-là, j'y crois pas. Parce qu'autant je vous ai dit, il faut une bonne défense, mais il faut quand même un minimum d'attaque pour faire un peu peur à l'adversaire ou tuer des créatures adverses. Donc là, Eudora, j'y crois pas trop. Pour 3 ancrables, on a un Gaston à 3-3. Lui, on le surveille de près parce qu'on a des Gastons en alter, notamment un Gaston bleu. On verra tout à l'heure, il me semble.
Et il peut chanter des chansons à 5, notamment Prends ton épée qui met 2 dégâts à tout le monde. Et donc lui, très très bon personnage sûrement. Peut-être dans des decks jaune-bleu pour jouer un alter, dans un deck jaune-gris pour aller jouer Prends ton épée au tour 3. Quand vous avez vu le deck que j'ai joué l'autre jour avec Madame Mime et pouvoir jouer Prends ton épée au tour 3, ça peut être fort. Donc ouais, là, bon personnage je pense, hein. Lui pour 2, 2 ancrables, une 2-2. Bon, ok, comme Simba. Vos personnages princesse, prince, reine et roi gagnent 1 d'attaque. Il va farmer un lore. Elle est rare, j'ai l'impression. Elle me fait pas rêver pourtant, hein. Personnage Storyborn pour le petit bonhomme vert là qui fait défausser une carte à chaque fois qu'on joue un Storyborn peut-être. Non, c'est un Floodborn en plus. Ouais, là comme ça je vois pas lui, hein. Encore un nain, 4 ancrables, 3-4 en stats. Vos autres personnages 7 nains gagnent +1. Ouais, les nains, c'est dur à voir parce qu'individuellement ils sont pas terribles, mais tous ensemble ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Joyeux, lui je l'avais pas vu, il coûte 5, c'est le plus cher des nains pour l'instant. 3-5. Soutien, quand il est envoyé à l'aventure, on peut rajouter ses 3 d'attaque à un autre personnage le reste du tour. Ok, il n'a pas d'interaction particulière avec les autres nains par contre. On a le roi Louis qui coûte 7, qui a 3-8. Je sais pas si c'est... Ouais, très bonne défense, et 3 c'est un peu léger. Lorsqu'un autre personnage est banni, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons dommages de ce personnage et il gagne de l'or. Ok, donc lui, ça peut être intéressant, il coûte cher, mais il y a moyen qu'il reste là un paquet de temps. Peut-être dans des decks qui soignent et qui piochent avec la réponse qui pioche à chaque fois qu'on soigne, etc. Peut-être. On va la voir bientôt d'ailleurs. Le nouveau Mickey Mouse, il coûte 6, il est ancrable. 1 d'attaque, 6 de défense, c'est pas mal. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez coûte 3 de moins et il cherche 3 l'or. Lui, j'y crois. Je dis pas qu'il est exceptionnel, mais je pense qu'il va rentrer dans pas mal de decks. Et jouer un personnage avec 3 encres de moins, c'est très fort. Il peut aller à l'aventure et peut-être survivre un tour parce qu'il a une grosse défense. Et donc ouais, lui je pense qu'il peut tout à fait avoir sa place dans beaucoup de decks et être très très bien. On a un nouveau Mufasa, un roi trahi. 5 ancrables, 3-3 en stats. Stat horrible du coup pour un personnage à 5. Quand ce personnage est banni, vous pouvez révéler la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'un personnage, vous pouvez jouer gratuitement. Il entre en jeu épuisé. Sinon, remettez-la sur le dessus de votre pioche. Ça marche même pendant le tour de l'adversaire. Du coup, moi je le trouve très drôle parce qu'on pourrait jouer... on pourrait s'orienter comme ça avec des Mufasa en mettant que des créatures énormes comme le gros dingo qu'on va voir, en espérant les jouer gratos dès qu'on va suicider Mufasa. Donc je pense que c'est très drôle. Est-ce que c'est efficace? Je suis pas sûr. Quand même, au tour 5, mettre une 3-3 qui sort de l'or, on va y aller une fois, ouais, peut-être, hein. En tout cas, c'est marrant. C'est très marrant et il y a un côté jackpot où si on retourne la bonne carte sur le dessus de la pioche, on ramène un monstre. On peut mettre que des cartes à effet parce que du coup, j'imagine que s'il meurt et qu'il fait rentrer une carte à effet, l'effet s'applique tout de suite et se pose beaucoup de questions. Ça veut dire que c'est un des premiers personnages qui fait en sorte qu'on peut avoir des effets de cartes pendant le tour de l'adversaire, j'ai l'impression. Puisque imaginons que l'adversaire me tue Mufasa pendant son tour. Ça veut dire que immédiatement je peux mettre en jeu une carte dessus de ma pioche si c'est un personnage. Et si c'est un personnage qui a un effet quand il rentre en jeu, bah du coup je vais appliquer cet effet pendant le tour de l'adversaire, j'imagine. Et ça c'est une nouveauté. Jusqu'ici quand c'était notre tour on était tranquille, hein. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui se passe là, hein? Je sais pas, imaginons c'est le tour de mon adversaire et tu Mufasa. La première carte, c'est un Hades qui, quand il entre en jeu, permet de renvoyer un personnage adverse dans la main. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Je pense que oui. Et du coup, c'est nouveau. Et donc, c'est intéressant. Mulan a 3
Une 2-3, bof. Soutien, quand elle est envoyée à l'aventure, elle peut rajouter sa force. Ça m'intéresse pas vraiment, à moins qu'on ait des Mulan en alter plus tard. Mais pour l'instant, bof. Ah ben voilà une. Mulan alter 2. Donc on peut jouer la 3 et puis la recouvrir pour 2. 2 au lieu de 4, mais au tour 4, bof. Pour mettre une autre 3-3. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez révéler la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'une chanson, vous pouvez la jouer gratuitement. Sinon, remettez-la sur le dessus de la pioche. Ouais, ok, ça très fort aussi. Alors c'est plus dur que le... Plus dur à mettre en place que le Mufasa. Puisque on peut pas blinder son deck que de chansons, alors qu'on peut blinder son deck que de personnages facilement. Par contre, ouais, effectivement, l'envoyer à l'aventure, révéler et jouer la chanson gratos si c'en est une, en mettant des chansons très chères et très intéressantes, ça peut être très très bien, hein. En jouant aussi avec du violet ou du bleu, je pense, qui permettent de bien trier le deck, c'est-à-dire de mettre la bonne carte sur le dessus du deck. Ouais, c'est sûrement une excellente carte, une top carte. J'en doute pas trop, ça va être sûrement très très fort. Une excellente carte, je pense. 2 ancrables avec une stat de 1-3. De Nana, du coup. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer tous ses jetons dommages. Pourquoi pas. Enthousiasme pas tant que ça non plus. Porcinet, elle coûte 3, une 2-4 qui l'or à 2. Voilà, il en faut un. Alors elle, attention, très intéressante. Réponse, elle coûte 5, mais elle peut être jouée pour 3 sur une autre réponse. Des stats de 0-6. Par contre, chaque fois que vous retirez un jeton dommage de l'un de vos personnages, vous piochez une carte. Et donc elle est hyper intéressante. Moi je trouve le dessin très bien et c'est bien de l'avoir mis sur une réponse. Elle fait écho à la réponse du premier chapitre qui piochait quand elle soignait des dommages. Donc quand elle entre en jeu là. Donc ouais, non, elle sera moins efficace je pense. Mais elle est intéressante. Je sais pas si elle aura sa place. Je pense qu'elle aura sa place dans certains decks. En tout cas, sympa d'avoir fait cette carte, je trouve. Et du coup, la petite réponse. Ok, donc on pourra la... Ouais, donc Alter 3, c'est parfait. Tour 2, on peut jouer la petite réponse. Tour 3, la grosse réponse. Et la petite réponse qui est dans le même genre. 1-4, elle farm 1 l'or. Elle coûte 2. Par contre, on peut l'incliner, choisissez un personnage et retirer lui 2 jetons dommages. Ok, ça j'aime bien, voilà. Des petits combos, c'est très bien vu. Très sympa. Encore un nain, on l'avait pas vu. Ah ouais, lui, je l'avais commenté l'autre jour, il est drôle. Dormeur qui coûte 2, qui est ancrable, avec des stats de 2-3. Il farm de l'or, donc pour 2, c'est bien. Par contre, comme il est fatigué, il entre en jeu déjà épuisé. Donc bon, est-ce qu'il serait utile, je sais pas. Hachoum, pareil, coûte de 2 encres, il est ancrable. 1-4 en stats. Quand vous jouez ce personnage ou un autre personnage 7 nains, vous choisissez un personnage qui subit -1 pour le reste du tour. Ok, donc ça c'est intéressant, puisqu'en jouant un deck nain avec que des nains, sur un tour, si on joue 2, 3, 4 nains, bon 4 c'est beaucoup, mais si on joue 2, 1 ou 2, 3 nains, il y a moyen du coup de baisser l'attaque de l'adversaire et de faire des attaques tranquilles peut-être. On voit que c'est drôle, mais que ça va être moyen efficace quand même, hein. Donc Blanche-Neige pour 2, qui a une stat de 2-3, il est pas mal comme stat, hein, comme Simba. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un perso et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommages, mais elle ferme qu'un l'or. Ok. On a une autre Blanche-Neige qui coûte 2, mais qui elle n'est pas ancrable, avec des stats bien moins forts. 1-2. Enchanté, messieurs. Les personnages 7 nains vous coûtent 1 de moins à jouer. Bon bah voilà, dans le deck 7 nains, on mettra 4 Blanche-Neige comme ça, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et la Blanche-Neige à 6, mais qui peut être jouée à 4 sur une des deux qu'on vient de voir. Qui du coup a 3-5. Pour 4, c'est pas mal, hein. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte personnage de votre défausse. Très fort. Très très fort, hein. Sûr que récupérer du personnage comme ça qu'on choisit, ça peut être très bien dans des decks où on envoie tous les persos au suicide parce qu'ils ont des grosses capacités de lore, etc.
Ça peut être intéressant. Et la jouer à 4, c'est pas si cher. Donc très bonne carte avec sûrement une des deux autres Blanche-Neige. J'y crois pas avec les 7 nains. Par contre, le double Blanche-Neige dans des decks comme ça, jaune-violet ou peut-être d'autres aspects, j'y crois bien plus. La reine, une des premières cartes qu'on connaissait, qui coûte 5 mais qui peut venir pour 2 seulement sur un autre personnage reine. Elle a 4-3. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 d'attaque et un personnage adverse qui gagne moins 4 d'attaque. Et elle farm de l'or. Donc si autant vous dire que si elle vous la jouez pour 2, c'est monstrueux. Est-ce que maintenant il y a une reine qui coûte 1 pour jouer celle-ci en alter 2? Je ne sais pas et on va voir. Je le note dans un petit coin de ma tête. Ah bah la voilà. Waouh, donc énorme combo, hein. C'est-à-dire qu'en jaune, on est capable de jouer cette reine-là au premier tour, une 2-2, déjà c'est pas dégueu, hein, donc ça rentre dans le deck, ça coûte 1, c'est ancrable, ça rentre sans problème. Hein. Et si la pioche est bonne, au deuxième tour, on sort une 4-3 qui va chercher de l'or et qui donne plus 4, moins 4. Ça me paraît quand même bien violent cette histoire-là. Hein. Au deuxième tour, elle va avoir une 4-3 comme ça, là. Est-ce qu'ils ont pas un peu exagéré, là? Je sais pas. Faudra voir. Hein. Ensuite, une action pour 2 ancrables. Choisissez un personnage et retirez-lui 4 jetons dommages. Ok. Encore une action pour 2 non ancrables. Ultime combat. Choisissez un personnage qui a été défié durant ce tour et bannissez-le. Ça, c'est fort. C'est fort. On peut du coup bannir à peu près n'importe qui. Même si on n'arrive pas à le tuer. Et avec ces personnages jaunes là qui sont à 0,6, on peut attaquer avec notre 0,6. On fait aucun dégât. Mais derrière, avec Ultime combat, on tue. Et on tue n'importe qui. Hein. Donc celle-là, très bien. Peignons les roses en rouge. Ça coûte 2, c'est en craft, c'est une chanson cette fois, donc on peut la chanter avec un personnage qui coûte 2 ou plus. Choisissez 2 personnages qui perdent moins 1 d'attaque et piochez une carte. Pas mal, hein. Pour 2, piocher une carte en chanson, c'est pas mal. Et baisser de 1. Ok, bonne carte aussi. Il y a vraiment des bonnes cartes. Hein. Le grand génie du mal. Coûte 3, c'est ancrable. C'est une chanson. Vous pouvez incliner un personnage qui coûte 3 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Oui, merci Thibaut. Je fatigue là. Choisissez un personnage qui a au moins 5 d'attaque et bannissez-le. Ah, c'est balèze aussi. Hein. Pour 3, on peut bannir sur commande un personnage qui a 5 d'attaque ou plus. Et il y a des cartes qui permettent d'augmenter l'attaque fictivement, ce qui fait que ça peut marcher. De 0 à 1 héros, une chanson qui coûte 2, elle est non ancrable. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte moins X encre. X étant le nombre de personnages que vous avez en jeu. Très très bien. Dans les decks, on aligne plein de persos avec un gros. Ouais, ça va être dur à... Mais bon, ça peut être hyper intéressant ces cartes de toute manière. Hein. Et enfin, je crois que c'est la dernière, la pierre de dragon, qui est un objet. Donc on le pose, on peut l'utiliser tout le temps. Il coûte 3 non ancrables. On peut l'incliner et payer 3 encres pour reprendre en main un personnage avec soutien de notre défausse. Dommage qu'il y ait la condition soutien quand même. Hein. Je trouve que c'est très conditionné. Ah non, c'est pas le dernier. On a la flûte de dormeur que j'avais jamais vue. Elle coûte 2 non ancrables, c'est aussi un objet. On peut l'incliner pour gagner un éclat de l'or si on a joué une chanson pendant ce tour. Ouais, c'est aussi bien conditionnel. Hein. Et c'est tout. On passe au violet. Alors Arthur, qui coûte 3 non ancrables, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Allez voir les vidéos d'avant, qui est trop fort. Un des personnages clés de la méta. 1 d'attaque, 3 de défense, c'est nul, mais ce qu'il fait est très fort. Il part à l'aventure, il ramène que 1 l'or, mais il permet de ramener un personnage dans notre main à ce moment-là, ce qui nous fait gagner 2 l'or supplémentaires. Et c'est trop fort, parce qu'avec les violons, on a plein de trucs trop bien. On a la fée bleue qui coûte 2, qui est ancrable, 1-1. Elle est insaisissable. Donc un petit peu comme le caméléon, sauf qu'elle coûte plus cher, quoi. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez piocher une carte. Ça peut être fort, hein. Je sais pas dans quelle mesure on est capable de jouer du Floodborn. Mais si on fait un deck orienté là-dessus et qu'on met une ou deux fées bleues, on pioche à tout bout de champ, ça peut être pas mal. Hein. Donc Zip, rien, c'est l'équivalent du hibou mais en violet. Allez, on s'en fiche. Le docteur Facilier.
Alors une 4 ancrable, 4-2, insaisissable et elle farm un lore. Ok. Pas grand chose à dire. Elsa, pareil, elle coûte 4, elle est ancrable. Une des stats de 3-4. Offensif plus 3. Et elle ferme un lore. Je passe un peu, c'est pas des cartes passionnantes non plus. La bonne fée, une 5 ancrable. 3-7 en stats. Il y a beaucoup de cartes comme ça, chères avec peu d'attaque et beaucoup de défense. Et elle va farmer de l'or, aucun pouvoir particulier. Encore la bonne fée qu'on peut jouer en alter 2. Bah, du coup, pas sur sa copine là. Alors, 3-4 en stats, c'est pas énorme. Oublie le carrosse, voici une épée. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, vos personnages gagnent. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez cette carte dans votre main. Et offensif plus 3 pour le reste du tour. Waouh, alors elle est monstrueuse là. Donc vous mettez votre bonne fée, vous l'envoyez à l'aventure. Sachant qu'on peut la jouer pour 2. Hein. Je sais pas s'il y a une autre bonne fée qui coûte 1 là derrière. Oh putain, il y a une bonne fée qui coûte 3. On peut au moins la jouer pour 2 sur la bonne fée qui coûte 3. On va dire. Bref, si vous l'envoyez à l'aventure, tous vos autres personnages, vous pouvez les envoyer au suicide parce que du coup, vous les reprenez dans votre main s'ils meurent. Et ils balancent du offensif plus 3 à tout le monde à côté, quoi. Donc ça peut faire des choses assez dégueulasses, je pense, sur le board. Elle rend vraiment tout le monde très très fort, quoi. Et donc on a la bonne fée au corps pur qui coûte 3, qui est ancrable, 3-4, les mêmes stats. Quand vous jouez un personnage Cendrillon, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Wow, ça c'est balèze aussi. Ok, donc ça c'est balèze, hein, parce que épuiser un personnage adverse, c'est-à-dire si elle est en jeu, elle, dès qu'on joue une Cendrillon n'importe laquelle, il y a une petite Cendrillon qui coûte que 2 d'ailleurs, hein, et ben on peut épuiser un personnage adverse et du coup tout de suite l'attaquer. Et ce genre de choses c'est très fort. Aïe aïe, je sais pas comment on prononce, une 2 en crabe qui a 2-1. Quand ce personnage est banni, renvoyez-le dans votre main. Ok, sympa, donc lui, il revient à l'infini. Volatile tenace, ok. Encore une 2 ancrable, 1-2, insaisissable. Si vous avez un personnage Pinocchio en jeu quand vous jouez cette carte, ah oui c'est Jiminy, vous pouvez piocher une carte. Ok, sympa, mais comme il farme qu'un lore, ouais je sais pas. Cusco, 2 ancrable, 1-2 en stats, ils en ont fait plein du coup. Hein. Quand ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte, il cherche qu'un lore. Bon. Alors Madame Mime Renard, est-ce que j'ai besoin de la présenter? On l'a joué plein de fois. 4-3 en stats et coûte 3, c'est ancrable. Elle a charge. Et quand on joue ce personnage, il faut renvoyer un de nos personnages dans notre main. Sinon, bah, on le bannit automatiquement. Ça farme qu'un lore, mais c'est très fort. Avec la charge, ça permet de renvoyer des personnages en main, ce qui n'est pas un malus, qui au contraire est un bonus dans les decks rebonds, donc très bonne carte. La Madame Mime Dragon, qui est plus fun qu'autre chose, je pense, mais qu'on a envie de voir quand même. Insaisissable, 5-7. Par contre, elle coûte 7 encres. Et quand on la joue, faut bannir 2 personnages. Enfin, faut renvoyer 2 personnages en jeu dans notre main. Par contre, elle va chercher 4 lore en insaisissable. Donc, ouais, non, quand même intéressante. Hein. Mais le deck violet là est tellement fort que le temps qu'elle arrive, la partie est déjà gagnée. Mais bon, à voir, hein, si ces decks-là se font maîtriser, on sera content d'avoir le gros finisher. Elle s'adaptera bien dedans. Alors, Madame Mime, rival de Merlin. Une 5 ancrable, 2 d'attaque, 5 de défense. En alter 3. Ah, du coup, on peut la payer en 3 pour la jouer sur un autre personnage Madame Mime. Et comme c'est des Madame Mime, on en a du flopé là. Notamment un qui coûte 2. Donc, tour 2, on peut faire Madame Mime Serpent. Tour 3, on peut jouer celle-ci en alter 3. Pas de condition de sacrifice, elle arrive en normal. Elle farme de l'or. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez l'incliner pour jouer gratuitement un personnage coûtant 4 ou moins. Celui-ci gagne charge. À la fin de votre tour, bénissez-le. Effectivement, j'avais déjà vu cette carte qui permet de faire un combo infini. Le premier combo infini du jeu. Alors, c'est pas de moi, j'ai vu sur Twitter. Que je vous présenterai dans une autre vidéo. Je vais faire dans un article sur le site. Je vais faire l'article sur le site demain. Donc, je vous invite à suivre le site là.
Vous regardez la page d'accueil. Alors, pas la première ligne, c'est les articles sur les tests de jeu. La deuxième ligne, c'est les articles. Et je fais un article comme ça sur le nouveau combo infini qu'on a. Je sais pas si on va pouvoir le sortir, mais il marche en tout cas et ça peut être très drôle. Donc, une carte intéressante en tout cas. Madame Mime Serpent dont je vous parlais. Elle coûte 2, elle est ancrable, elle fait 3-3. Par contre, quand elle arrive en jeu, il faut envoyer un perso dans notre main. Une carte clé dans le deck rebond, très forte. Et on a les Merlins. Je passe un peu vite parce que toutes ces cartes, si vous voulez les voir, allez voir la vidéo précédente où je les joue. Et du coup, on les connaît bien. Une 3 ancrable pour 3-3. Quand vous jouez ce personnage et qu'il quitte la zone de jeu, vous mettez offensif +3 à un autre personnage. C'est pas le meilleur des Merlins. Merlin chèvre. Ça, c'est un des meilleurs Merlins par contre. Elle coûte 4 ancrable, 4-3. Mais quand elle arrive en jeu ou qu'elle quitte le jeu, on gagne un lore. Et comme on fait que de ça dans ces decks-là, de reprendre en main, etc., la chef gagne alors à chaque fois, sans que l'adversaire puisse rien faire. Trop fort. Merlin Lapin, 4 non ancrables, lui attention, avec des stats encore plus pourries que la chef, la 2-3. Mais quand on joue ce personnage ou qu'il quitte la zone de jeu, on peut piocher. Donc voilà, très bonne carte aussi. Et Merlin lui-même, quoi, hein, qui coûte 4, qui est ancrable, 1 d'attaque, 5 de défense. Chaque fois que vous renvoyez l'un de vos autres personnages dans votre main, ce personnage gagne 1 lore. Alors il gagne un lore s'il va à l'aventure, et pour le reste du tour. Il est pas mal, mais je trouve que les autres sont plus efficaces. Vous avez vu dans le deck, je l'avais enlevé d'ailleurs. Merlin Écureuil, qui lui est très très fort. Il coûte 2, il est ancrable. Alors 2-1 en stat, hein, et c'est nul, et heureusement, parce qu'il est fort. À chaque fois qu'il rentre en jeu ou qu'il sort, on regarde la première carte de la pioche et on peut soit la laisser au-dessus, soit la mettre en dessous. Et ça, c'est du pain béni, hein. On a vu, notamment avec les cartes jaunes là, qui permettent de, s'il y a une chanson, de la chanter gratos, etc. Avec un Merlin Écureuil, on peut trier facile, quoi, hein. Et avec les Madame Mime, on peut le rentrer, le sortir à tout bout de champ. Donc non, très très bonne carte, hein. Carte clé de ce chapitre à mon avis aussi. Alors pour 4 non ancrables, l'ombre de Peter Pan. Une 2-3 insaisissable qui va chercher de l'or et qui a charge. Et qui, vos autres personnages avec charge gagnent insaisissable. Ok, alors peut-être on pourra faire un deck charge orienté autour de l'ombre de Peter Pan. Le fait qu'elle ait charge, bon. Avec 2 d'attaque, elle va pas aller loin. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Faudra voir. Alors le Pinocchio, est-ce que je le commente lui? Ils peuvent la bannir tout de suite, celle-là avec Arthur, mais bon voilà. 2 non ancrables. Par contre, 1-1. Tout est dégueu, mais il farme 3 lore. Et farmer 3 lore au deuxième tour, c'est trop. C'est too much. Donc lui, il va casser les pieds, je vais être poli, de tout le monde. Trop trop fort. Le Pinocchio à 5 non ancrable, qui peut être joué en alter 3 sur un autre Pinocchio. Ok. C'est une 3-3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir soit un personnage, soit un objet qui coûte 3 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et il farme de l'or. Ça s'adapte bien tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit bon. C'est encore un truc non ancrable. Et le Pinocchio là, on a juste pas envie de le remplacer, hein. On a juste pas envie de le remplacer, donc je suis pas certain qu'on l'utilise celui-là. Un autre Pinocchio à 2 non ancrable 1-1. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Ça peut être fort, mais pas dans des decks aggro du coup, hein. Dans des decks qui veulent se battre. Et les decks qui veulent se battre, on met pas de violet, donc je suis pas sûr qu'il soit utile celui-ci, hein. Et on met pas une 1-1. Sûr qu'un deck orienté résistance, on aura envie d'avoir une carte qui fait ça, là, qui épuise l'adversaire pour qu'on l'attaque. Mais bon, à voir. Winnie l'ourson, une 5-5. C'est une 5 ancrable et qui cherche de l'or. Pas de pouvoir. Isma, qui coûte 6, qui est ancrable, mais c'est une 4-4. Par contre, on peut la jouer pour 4 en alter. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et le renvoyer dans la pioche de son propriétaire. Il mélange sa pioche, puis pioche 2 cartes. Et il va farmer de l'or. Ok, très bizarre ce Isma là. Il coûte cher. Bon, on peut le mettre sur 4, mais il faut voir la gueule des autres Isma. Du coup, sur l'adversaire, est-ce que c'est bien? On lui on lui enlève un personnage du plateau, mais il pioche 2. Si on le fait sur nous, c'est pareil. On s'enlève un personnage.
Autant les decks rebonds, c'est bien parce que les persos reviennent dans notre main, on peut les jouer. Là, le personnage, il part, quoi. Hein. Il va dans la pioche, quoi. Même si on pioche deux. Ah ouais, je suis pas sûr que ce soit très utile. Hein. Je préfère largement des Madame Mime qui nous obligent à reprendre le perso qu'une Isma qui nous le balance dans la pioche, quoi. Et sur l'adversaire, lui faire piocher deux cartes, ouais, non, pas sûr. Bah voilà une autre Isma, l'Isma pour 3. Elle fait rien. 3-4 et elle cherche un lore. J'y crois pas trop, Isma, là. Hein. Le macabre et la terreur, c'est une chanson pour 3 non ancrables qui permet de jouer gratuitement un personnage qui coûte 4 ou moins et lui donner charge. Par contre, à la fin du tour, on le bannit. Sûrement des utilités. Je les vois pas comme ça, mais sûrement. Je suis coincé. 1, c'est ancrable. Choisissez un personnage épuisé qui ne se redressera pas au début du prochain tour. Je suis sûr que ça va avoir des utilités. Là, ça retarde bien. C'est pas cher, c'est ancrable. Je pense que ça va être une carte utile. La légende de l'épée. Encore une chanson pour 2 qui est ancrable. Qui donne offensif plus 3 à un perso. Ça, j'y crois beaucoup moins. Je pense pas que c'est une bonne carte. Pour 4 non ancrables, contrat irrévocable, c'est un objet qui va rester là tout le temps. Alors on l'incline, ça permet d'incliner l'un de nos personnages et en échange d'épuiser un personnage adverse. Ouais. Ça fait cher non ancrable pour faire ça. Après chaque tour, ouais, on le fait chaque tour. Je suis pas sûr que ce soit le but du violet, mais bon, pourquoi pas. Et pour un objet maillette croquée. Ok, on le pose et donc on bannit l'objet du coup, donc il va pas rester. Choisissez un personnage, il gagne charge pour le reste de ce tour. Ouais, je suis pas fan non plus. Du fait que ce soit non ancrable. Ça peut être fort, hein. On donne charge au personnage qu'on veut pendant la partie, mais un seul, quoi. Et encore un objet, panneau déroutant, direction Pays des Merveilles. Lui, pareil, il coûte 2 non ancrables, faut le poser et le sacrifier quand on veut l'utiliser. Bannissez cet objet, choisissez l'un de vos personnages en jeu et renvoyez-le dans votre main. Ouais, les Madame Mime font ça, ouais, non, j'y crois pas, lui. Le grimoire, 3 non ancrables. On peut l'incliner, payer une encre pour gagner un lore. Ça peut être pas mal. Et on passe au vert. Je sais même pas, j'aurais peut-être dû faire par couleur. Bon, tant pis. Allez, on se les fait toutes. Donc, Arthur, 4 ancrable. C'est une 4-3 qui va chercher de l'or. Classique. La bête, 6 ancrable. C'est une 4-5 qui va chercher de l'or. Chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage. Très, très, très fort, la bête. Extrêmement fort. On a hâte de la jouer. Et du coup, d'essayer de la redresser 2-3 fois dans le tour et qu'elle aille à l'aventure. Ça peut être très marrant ou qu'elle défonce tout le monde. On a Belle, 3 non ancrables. C'est une 2-4. Tant qu'un adversaire n'a plus de cartes en main, ce personnage farm 3 lore au lieu de 1. Pas convaincu. On a la vraie Belle. Ah oui, bah si je suis convaincu, parce que du coup on peut jouer la petite Belle pour aller jouer la grosse Belle à 5, mais qui peut être jouée en alter 3. Et elle, bah, elle va chercher 3 lore. Quand ce personnage est défié, le propriétaire doit jeter toutes ses cartes. Alors on l'avait essayé aussi, on a vu que c'était assez dur de faire en sorte qu'elle soit défiée, ça marche jamais. Maintenant, la jouer au 4e tour pour aller chercher 3 lore, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, ouais, ça peut être sympa. Mais celle-là, c'est dommage qu'elle soit pas terrible. Bucky, lui, il est très fort. 2 en crabe, c'est une 1-1 hors d'atteinte. Et à chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. On avait fait un deck défausse comme ça. On a vu, ça marche très bien. Très fort, Bucky. Le chat, 2 ancrables, des stats de 3-2, mais il va farmer qu'un lore. Bon, une carte classique. Le chat pour 8 ancrables, qui peut être joué pour 5 sur le chat qu'on vient de voir, par contre. Une 5-6. C'est pas beaucoup pour 8, hein. Ah, mais il est insaisissable. Et à tout moment, on peut l'incliner pour choisir un personnage blessé et le bannir. Ok, très intéressant. Et il fait de l'or. Ça, j'aimerais bien le jouer. J'ai hâte de l'essayer. Daisy, qui coûte 4, qui est ancrable, 2-3 en stats. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Très intéressant aussi dans le deck défausse.
Donald qui coûte 4 qui est ancrable, une 2-5. Gentleman qui peut être joué pour 3. On a un Donald qui coûte 3 là. Ouais, je vois pas trop sur quoi, hein. Peut-être un autre Donald du chapitre 1 ou dans une autre couleur. Mais bon, il a alter 3. Au début de chacun de vos tours, chaque joueur peut piocher une carte. Ça va être très drôle, hein. Donc il est très bien, mais parce que nous on pioche, mais l'adversaire aussi. Et l'adversaire commence, hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a sûrement peut-être des combos, des trucs marrants à faire avec ce Donald. Donc le petit Donald 0,5, il coûte 3 ancrables. Chaque fois que vous jouez une carte action, ce personnage gagne plus 2. Bref. Alors, un nouveau docteur facilier qui coûte 7 ancrables avec des stats de 4-4. Alors, il est insaisissable. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas être envoyé à l'aventure au prochain tour. Et il va chercher 3 lore. C'est sympa, mais il coûte cher, hein. L'enchantresse 2 ancrables avec des stats de 1-1. Tant que ce personnage est défié, c'est une 3-1 et elle cherche 2 lore. Sympa, ça va bien dans le deck vert où voilà, on part à l'aventure et l'adversaire il a pas trop envie de l'attaquer parce que ça devient une 3-1. C'est l'inverse des capitaines crochets un peu là. Donc ouais, c'est sympa, c'est bien pensé. Flynn il fait rien, c'est une 1-3 qui cherche un lore à 1, on a déjà plein de cartes comme ça. Il fait pas rien du coup parce qu'on peut jouer pour 1 et on peut jouer en alter 2 ce Flynn là. Donc ok, il a cet intérêt. Donc au deuxième tour, on peut caser ce Flynn, sinon il coûte 4 non ancrables, qui a 2-3 en stats, mais il est insaisissable. Il farm 4 lore. Ah, par contre, il a moins 1 lore pour chaque carte dans les mains de vos adversaires. Ah, il va falloir tester du coup, hein. Est-ce que ce Flynn tour 2 c'est bien ou est-ce que c'est nullissime? Très dur à dire, hein. Ça se trouve c'est nullissime parce que l'adversaire a plein de cartes. Ça se trouve c'est extraordinaire parce que si l'adversaire veut jouer, il se retrouve avec rapidement pas de cartes et il farm beaucoup. Il faut tester, mais au premier tour il vaut 0 lore quoi, hein. Ouais, je suis très curieux de voir, hein. Mais dans le deck qui fait défausser les cartes de la main de l'adversaire avec le Prince Jean et la Daisy là, moi ça me paraît tout à fait jouable avec Belle. Et j'ai très envie d'essayer. Un nouveau Gaston à 2 ancrable. Ce sera bien pour jouer le Gaston en alter bleu de tout à l'heure. 1-3. Tant qu'un adversaire n'a plus de cartes en main, ce personnage gagne plus 3 et farm un lore. Ouais, pas terrible par contre. Petit Jean qui coûte 6 ancrable, 6-6 en stats. Et il cherche 2 l'or. Ok. Un autre chat. Donc Lucifer, il coûte 5, mais c'est non ancrable. Avec des stats de 2-2. Et il ferme 2 l'or. Ça, c'est nul. Quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit et jette 2 cartes. Ou il jette une carte action. Oh, ça coûte quand même très cher pour faire jeter 2 cartes à l'adversaire et mettre une 2-2 sur le plateau, hein. Il y a Tu m'as oublié qui coûte 4, qui est ancrable et qui fait jeter 2 cartes aussi, quoi, hein. Ouais, je suis pas sur lui, hein. Ok, on a une 2-2, mais bon. Pour 2 ancrables, Pen qui a 1-4. Tant que ce personnage a au moins 5 d'attaque, il prend 3 lore à l'aventure au lieu de 1. Et il marche du coup avec son complice Panique. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2. Si c'est Pain, il gagne plus 4. Panique coûte 3 et non ancrable et a 2-3 en stats. Donc Panique permet à Pain d'arriver à 5 d'attaque et d'aller chercher 3 lore. C'est pas mal les deux ensemble, hein, parce que Panique fait pas grand chose. On a une 2-3, mais du coup, on a quand même une 5-4 à côté, quoi. Et si on a plusieurs peines en main, on aligne des 5-4. Après, bon, pour le combo. Pat coûte 5 qui est ancrable, 3 d'attaque, 4 de défense, il est hors d'atteinte. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus de d'attaque pour ce tour. Tant que ce personnage a au moins 7 d'attaque, il gagne plus de l'or, il ira chercher 4 au lieu de 2. Pas convaincu, il n'y a pas beaucoup de cartes actions en général à jouer. Prince Jean, une des cartes les plus fortes à mon avis de la méta. 3 non ancrables, 1-2 en stats, hors d'atteinte. Donc des stats horribles, c'est non ancrable. Mais chaque fois qu'un adversaire jette une carte, on peut en piocher.
Et si l'adversaire jette 3 cartes, on pioche 3 cartes, etc. Et en plus, il prend de l'or. Il aurait même pu en prendre qu'un. Carte très 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 forte. Et donc, on a beaucoup d'interactions en vert sur un jeu qui oblige l'adversaire à acheter des cartes là, avec les flins et tout ça là, qui va marcher, je pense, et qui va être un gros deck de la méta, je pense. Dont avec lui, bah, en guest star là, très fort. La reine 2 non ancrable. 1-2. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse blessé, mettez-lui un dégât supplémentaire et charge de l'or. Bof bof, Ratigan. 4 ancrables, 4 d'attaque mais 1 de défense. Insaisissable. Il charge de l'or. Je suis pas sûr, hein. 1 de défense, ça fait mal. Ray, il coûte 5 ancrables, c'est une 3-3. Insaisissable qui charge 3 l'or. Pareil, je suis pas certain non plus. La reine, 3 mais qui est pas ancrable, avec des stats de 2-3. Elle peut s'incliner, choisissez une carte personnage et défaussez-la. Vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur... j'ai pas compris. Choisissez un personnage et défaussez-le. Vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur en l'or du personnage défaussé. Alors, est-ce qu'on gagne la valeur en encre? Non, on gagne la valeur en l'or qu'il a ici, du coup. Donc 3, par exemple, ici. C'est-à-dire, si je défausse un petit Pinocchio, là, ça fait 3 l'or gratos. Vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à l'icône de l'or du personnage défaussé, mais je pense, hein. Donc c'est maximum 4 sur certains persos, mais ça me paraît très très fort une fois qu'elle est là, elle, hein. Ça me paraît vraiment pas mal sur les decks aggro, là. À voir, hein, mais... On passe à Tiana, qui coûte 5 ancrable, pour des stats de 5-3, c'est les bonnes stats. On préfère l'inverse peut-être, mais qui charge 3 l'or, c'est tout ce qu'elle fait. Virana, pareil, 5 ancrable, une 5-5 qui charge 2 l'or par tour, c'est tout. Alors celle-là, est-ce que j'en parle? Vous avez vu, j'ai bugué sur une des vidéos. Merci à celui qui m'a expliqué d'ailleurs. Totalement abusé là. La chanson Bibidi Bobidi Bou. 3 non ancrables, encore heureux. Cette chanson, vous prenez un de vos personnages, vous le renvoyez dans votre main et vous pouvez le rejouer gratuitement. Ou jouer gratuitement un autre personnage qui coûte la même chose ou moins. Et donc c'est trop fort parce que déjà remonter un personnage dans sa main, c'est que du bonheur sur plein d'aspects. Il va pas se faire attaquer, on peut faire le pouvoir, la chef de Berlin par exemple nous donne un lore. Et pouvoir en rejouer un gratos pour avoir un effet qui arrive en jeu, c'est très très fort aussi. Et donc celle-là, que dire, hein, c'est trop fort. Cette chanson est trop forte aussi. Donc elle, je suis sûr qu'on la voit dans plein de decks et que ça va faire des choses abusées aussi, hein. Très très fort. Pareil, rebondir. Très bonne carte. Alors c'est une action, c'est pas une chanson. Pour 2 non ancrables, choisissez un personnage alors qui à vous cette fois est renvoyé dans votre main. Ce qui permet de renvoyer un personnage adverse dans la main de son propriétaire. Et voilà, bah, c'est 2 aspects très très bien, hein. Donc ça, très bonne carte. Hypnotiser. 3, c'est ancrable, c'est une action. Chaque adversaire choisit une carte et la jette. En échange, vous piochez une carte. Marche très bien dans le deck de la défausse avec Prince Jean et compagnie. Improviser, c'est une action qui coûte 1 qui est ancrable. Choisissez un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Piochez une carte. Toujours intéressant, je pense. Heureusement qu'il y a la pioche, bien sûr, hein. Encore une action qui coûte 4 en vert qui est ancrable. Gagner un éclat de l'or pour chaque personnage adverse blessé en jeu. Ça, plus compliqué à mettre en œuvre, je pense, hein. Ouais, j'y crois pas. Pour chaque personnage, c'est même pas pour chaque dégât, c'est pour chaque personnage. À mon avis, en plus c'est une rare là. À mon avis, c'est nul ça, hein. C'est rare que l'adversaire ait beaucoup de personnages et qu'on a envie de les blesser comme ça, ouais, sans qu'il les soigne. Ça veut dire qu'on les tue pas non plus. J'y crois pas du tout à cette carte. Sonnez la clochette, une action pour 3 ancrables. Choisissez un personnage blessé, bannissez-le. Et alors, un objet qui coûte 3 non ancrables. Pièce géniale de Ratigan avec le pas mal. Alors, faut bannir l'objet. Chaque adversaire perd 2 l'or.
Ouais, donc en gros, on paye 3 pour enlever de l'or à l'adversaire. Et c'est fini pour le vert. J'ai encore mis un quart d'heure. Hein. Bon bah rouge. On part avec Balou qui coûte 3 ancrables, 4 d'attaque, 3 de défense, qui va chercher un lore. Boone qui coûte 2 ancrables, 2-3 en stat, 1 lore. Tout ça on s'en fiche. Les cartes, on a déjà vu une carte similaire tout à l'heure, elle coûte 5 ancrables, c'est une 5-5 qui va chercher 2 lore. Un autre Donald, il coûte 5 ancrables, il est insaisissable, 1-5 en stat et il va chercher un lore. Ce personnage gagne plus un lore pour chaque jeton dommage sur lui. Peut-être dans des decks où on fera exprès de le taper lui-même. Peut-être. Félicia qui coûte 1 ancrable avec des stats de 3-1 direct. Ah, mais elle est combattant. Elle peut pas aller à l'aventure, elle est obligée de combattre à chaque tour. Une 3 ancrable fidget, 3 d'attaque, 2 de défense, qui est insaisissable, qui cherche un lore. Bon, je commande pas, il n'y a rien à dire. Grand coquin, 3 non ancrables, 2-3 en stats. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Alors lui, par contre, peut être très intéressant et peut aller totalement peut-être remettre en cause un peu ces decks Merlin Rebond ou le deck des verts jaunes là qui vont chercher du lore trop vite. Et nul doute que Grand Coquin sera, peut-être Grand Coquin avec plein de Floodborn sera une solution. Sera sûrement une bonne solution. Madame de Trémène, je crois qu'en brillante, elle est pas mal. J'avais vu. Ouais, là, ça rend rien, mais... Elle coûte 6, elle est non ancrable, mais on peut la jouer en alter 4. Des stats de 3-4. Quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le bannit. Donc elle oblige l'adversaire à tuer tout de suite un de ses personnages. Et elle va chercher de l'or. On peut la jouer pour 4 quand même. Hein. Sur la petite Madame de Trémène. Alors un peu chiant parce que les deux sont non ancrables quand même. Ça fait déjà 8 cartes non ancrables. 2 non ancrables, ça donne des stats de 2-2. Quand vous jouez ce personnage, chaque adversaire ayant plus de l'or que vous en perd 1. Bon, le rouge, ce sera sûrement la parade là pour aller bouffer du lore à l'adversaire qui va trop vite. Hein. La lumière, 7 ancrables avec une des stats de 7-7 et qui va chercher de l'or. Ok. Mini, je crois qu'il peut... Oui, elle est bien pour ça. Elle coûte 3, elle est ancrable. Stat de 1-3, mais elle est insaisissable. Elle va chercher de l'or. Elle permet de jouer celle-ci en alter 2. Enfin, mais encore, on va pas jouer 3 pour la jouer en alter 2. Enfin, comme on veut. En tout cas, là, on a une mini qui coûte 4 en ancrable avec 2-3 de stats. Qui peut être jouée pour 2 sur une autre mini. Et qui est insaisissable aussi. Qui a un lore. Mais si vous jouez au moins 2 cartes action durant votre tour, elle gagne plus de lore. Moi, j'y crois pas. Hein. 2 cartes action, c'est trop. Et même si on peut la jouer pour 2, bof. On a la petite mini pour 2 ancrable en 3-2. Ouais, les mini, bof. Hein. La mère Gothel, 2 ancrables avec des stats de 3-4. C'est monstrueux. C'est quoi ce délire? Ah, ce personnage entre en jeu avec 3 jetons dommage. Ok. Et elle farm à 1 lore. Elle arrive mauvaise et desséchée. Elle arrive déjà desséchée, quoi. En 4 non ancrables, on a Mulan. 4-3 de stats. Elle cherche un lore et elle la charge. C'est pas une bonne carte, ça. Hein. En 4 non ancrables, 3-3, Namahari. On peut l'incliner pour la bannir. Et, et bannir un personnage adverse, en fait. Elle va au sacrifice. Sinon, elle cherche un lore. La reine de cœur, 2 ancrables et ça fait une 2-2 qui a charge avec un lore. C'est pas terrible tout ça en rouge. Hein. Alors, cette reine de cœur n'est pas bien, mais elle permet de jouer la grosse reine de cœur qui coûte 5 parce qu'elle a alter 2. Et là, tout de suite, on regarde un peu plus attentivement. C'est-à-dire qu'au 3e tour, on peut avoir une 4-3 pour 2 encres seulement. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, vous pouvez piocher une carte et elle cherche un lore. Alors là, par contre, je dis oui. Ok, donc ce duo de reine de cœur, il me semble qu'il y avait une autre reine de cœur en vert qui coûtait que 2 aussi. Je n'ai pas envie d'y retourner là, donc à vérifier. Mais du coup, cette grosse reine de cœur en alter 2 est une très bonne carte rouge.
Le rouge me décevait un peu, mais là, celle-ci, tout de suite, retient mon attention. Que dans un deck où on combat beaucoup, chaque fois qu'un de nos personnages en défie un autre, on pioche. C'est fort, hein. C'est très très bien. Donc celle-là donne envie. Très bonne carte. Fatigant qui coûte 5 non ancrables pour mettre une 3-3. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 d'attaque ou moins et épuisez-le. Ça, c'est fort. Choisissez l'un de vos personnages et redressez-le. Il sera obligé de combattre si ce tour-ci, il ne pourra pas aller à l'aventure. Ok, il est intéressant, mais il est non ancrable, c'est dommage. Mais bonne carte quand même. Raya, 3, c'est ancrable pour une 2-3 en jeu. Quand ce personnage en bannit un autre pendant un défi, vous pouvez le redresser. Et il peut retourner combattre. La grosse... Ah ok, donc la petite Raya est déjà intéressante. On peut la jouer sur 3. Et au tour d'après, en Alter 4, vous pouvez jouer la grosse Raya, qui coûte 6 normalement et qui peut être jouée pour 4. Ça fait une 5-3. Ce personnage ne subit aucun dommage quand il défie un personnage blessé. Ouais, c'est assez conditionné, hein. Sinon, elle cherche de l'or. Et une autre Raya encore, qui coûte 4, qui est en crabe. Ça vous fait une 5-3 sur le plateau, qui cherche un lore, c'est tout. Donc Scar, est-ce qu'il va être bien? Je sais pas, mais il va être très drôle. Tricheur vicieux. 7 non ancrable, 6-5 en stats. Il a charge, donc ça déjà c'est bien là. Il arrive, il peut défier. Quand ce personnage en bannit un autre pendant un défi, on peut le redresser et du coup recombattre avec. Et donc Scar peut, soi-disant, aller à l'infini se battre tant qu'il tue du monde, quoi. Et donc on a très envie de faire une espèce de combo Scar, on lui donne de la résistance avec des armures de Mickey et on l'envoie dégommer tout le monde. Il faudrait essayer. Donc une bonne carte qu'on a envie de voir, de jouer en tout cas. Sherkan, 3 ancrables, 3-3. Chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, gagnez un éclat de l'or. Ok. À voir, à voir. Je vous en parlerai dans le combo infini, je pense. Je me demande s'il rentre pas dans le combo infini comme une condition de victoire. On en parlera dans l'article là. Tigrou, 3 ancrables, c'est une 3-3. Chaque fois que vous jouez une carte action, ce personnage gagne plus 2 pour le reste du tour. Ouais, bof, bof. Tuk-tuk, 4 non ancrables, 4-5 en stats. J'allais dire c'est des bonnes stats, mais il est combattant. Il peut faire que combattre. Il est obligé de le faire. Et on passe aux chansons en rouge. Une chanson pour 2 ancrables. Choisissez l'un de vos personnages blessés et redressez-le. Il ne pourra pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour et piocher une carte. Ça peut être très fort ça, hein. Le monde qui est le mien là, très très bonne chanson, hein. C'est pas cher. Redresser un personnage blessé, quand on... c'est assez facile, hein. Suffit d'attaquer et de savoir qu'on meurt pas et du coup on l'utilise, on redresse, on peut les réattaquer. Piocher une carte en plus. Très très bonne chanson, hein. Votre 3 vous invite à la fête, une chanson à 2 ancrables. Choisissez l'un de vos personnages et infligez-lui 2 dégâts pour infliger 2 dégâts à un autre personnage au choix. Pourquoi pas, avec des interactions sur d'autres cartes, effectivement. Ça paraît fort aussi. La plus diabolique conjuration. Chanson à 3 non ancrables. Choisissez l'un de vos personnages méchants et bannissez-le pour bannir un autre personnage au choix. Ouais, je suis moins fan. Pour 1, cette fois c'est une action, c'est ancrable. Choisissez un personnage blessé qui gagne plus 3 attaques. Ouais. Pour 2, une chanson ancrable. Choisissez un personnage qui gagne insaisissable. Ouais, pas fan. La petite clochette, on l'avait vu. Très très bien, mais elle coûte 4 non ancrables, c'est un objet. Et après, à tout moment, on peut l'incliner et payer 2 encres. Choisir l'un de nos personnages blessés. Et piocher une carte pour chaque jeton dommage sur lui. Puis bannissez-le. Les gros Maori, tout ça, ça peut être sympa. Donc la clochette est sympa. Sur le Scar aussi, là, qui va attaquer en boucle. Ça peut être pas mal. La dague de Peter Pan, qui est un objet pour 2 non ancrables. Vos personnages avec insaisissable gagnent plus 1 d'attaque. Ok. L'épée dans l'enclume. Encore un objet pour 1 non ancrable. On peut l'incliner, payer 2, choisir un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton dommage sur lui pour le reste du tour. Pas fan comme ça, hein.
Du fait qu'il soit pas ancrable. Bof. Et c'est tout pour le rouge. Assez déçu du rouge quand même. Heureusement il y a ce Scar qui est drôle. Cette reine de cœur qui paraît quand même assez forte. Et ouais, ce qu'on vient de voir là, hop, il y a une chanson qui m'a l'air vraiment bien. Celle-ci, Le monde qui est le mien. Ça me fait pas rêver tant que ça non plus quand même, hein. Allez, on finit avec le bleu. Et je vais me coucher. Alice, une 3 ancrable avec un 4 de stats. Vos autres personnages gagnent soutien, donc ils donnent leur force à quelqu'un d'autre quand ils vont à l'aventure. Tant que ce personnage a au moins plus 10 d'attaque, enfin 10 d'attaque, il gagne plus 4 lore, et donc il va chercher 5 lore au lieu de 1. Waouh, et là ça change tout. Dommage que je ne l'ai pas vu au début. Puisque là on est en train de se demander, est-ce qu'on peut faire un deck orienté gain, enfin don d'attaque, et faire en sorte... Ah bah avec Alice on peut, hein, puisque Alice elle donne soutien à tout le monde. Oui, même à elle toute seule en fait, elle se satisfait elle-même en fait, j'avais pas compris. Les autres personnages ont soutien, donc on peut tous les envoyer à l'aventure. Ils vont tous donner leur attaque à Alice. Et si elle arrive à plus 10, ce qui est possible du coup, elle va elle-même à l'aventure avec 5. Et c'est pour ça que c'est une carte ultra rare, je l'avais pas vue. Elle coûte que 3, c'est ancrable. Oh là là, ça peut être très violent. Heureusement que le bleu n'est pas trop une couleur dans les decks aggro comme ça avec plein de cartes. Mais ça peut faire une condition de victoire sur des... Ouais, ça peut être très très fort, hein. Peut-être qu'on va avoir un espèce de deck où on aligne plein de personnages sans jamais rien en faire. Et à un moment, avec une ou deux Alice, pouf, on termine, quoi. Ok, la carte est intéressante, ça va être dur de monter un deck autour. Je vais laisser les mecs réfléchir à ma place et on piquera leur deck là-dessus. Mais j'ai hâte de la voir, ouais. Basile, qui coûte 6, qui est ancrable, 3-4. Par contre, on peut jouer ouais, en alter 5, pour 5 au lieu de 6, les rats. Si vous utilisez alter pour jouer ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes quand il entre en jeu. Ah, ok. Bon, là, du coup, c'est pas mal. Et il charge 3 alors. Ok. Et voilà le petit Basile, qui coûte 2, donc on pourra jouer pour 5 au lieu de 6 celle-ci. Pour 2, on a une 2-2 qui cherche un lore qui est en soutien. Pas terrible. Et un autre Basile, 4 ancrables, on a une 3-4 qui charge de l'or, classique. La chenille, qui coûte 3, qui est ancrable, c'est une 1-3 mais qui va chercher 3 l'or. C'est pas mal, mais ça vaut pas le Pinocchio qui fait ça au deuxième tour. Le Big Ben, on l'a vu dans plein de vidéos, je le commande pas. 5 ancrables, c'est une 2-5 qu'on peut jouer à 3 sur le petit Big Ben qu'on va voir juste après. Il est hors d'atteinte et tous les autres personnages gagnent résist plus 1. Je vous rappelle que la résistance se cumule. Voilà le petit Big Ben qui permet de jouer l'autre à 3. C'est une 2-3. Elle coûte 2, elle est ancrable. Et nos personnages avec combattants gagnent, on peut les incliner pour gagner un lore. Cruella, elle coûte 2 ancrables, c'est une 3-2. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Elle cherche qu'un lore, donc bon. Mais on peut la mettre au deuxième tour pour jouer au troisième tour. Cruella d'enfer en alter 3. Sinon, elle coûte 5 et elle est ancrable. 4-3 de stats. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui a moins 2 pour le reste du tour. Elle n'est pas exceptionnelle non plus, elle, hein. Pour 2 ancrables, on a Duke. C'est une 1-2 hors d'atteinte qui va chercher de l'or. Bof. Voilà le fameux Gaston dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il peut être joué sur tout un tas d'autres Gastons en alter 4. Parce que je vous rappelle que les alters, on a le droit de faire d'une couleur à l'autre, hein. C'est la grosse nouveauté là qui arrive avec Floodborn. Sinon, il coûte 6 en non ancrable, donc bof, pour 4 c'est mieux. C'est une 4-4 qui va chercher 3 lore. Et quand vous jouez ce personnage, vous regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez en garder une et remettre les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc il est très fort, hein. En alter. En alter, il est très, très bien. Donc vu qu'il y a des Gastons dans 2 autres couleurs, il est très très intéressant. Très bonne carte. Grand Pabi, 7 non ancrables avec 3-6 en stats qui cherchent 3 lore. Mais à chaque fois qu'on tire des jetons dégâts, on gagne 2 lore.
Est-ce qu'il y aura des combos avec ça en bleu? Je sais pas. Il faudra essayer. Un deck soin. Moi, j'y crois pas trop parce que l'adversaire le saura et mettra pas de dégâts. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un deck qui rampe pour aller chercher cette encre, qui fasse lui-même les dégâts pour qu'on se soigne soi-même les dégâts. Je trouve que ça fait beaucoup de choses à faire pour gagner. 4 ancrables. Laversham. 1-6. Lorsque vous jouez ce personnage ou lorsque vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour piocher 2 cartes. Il fait un lore. On va regarder les objets tout à l'heure. Et bannir ses propres objets, je sais pas trop. James, 4 non ancrables avec 3-3 en stats. Quand ce personnage est banni, vous pouvez le mettre en réserve d'encre. Ouais, ça s'adapte bien au bleu. C'est vrai qu'on n'a pas trop de tour 4 pour aller ramper, donc peut-être. Jasmine qui coûte 1, c'est une 1-2. Quand vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et retirez-lui un jeton dégâts. Donc la première Jasmine. Il y en a d'autres après. Ils sont pas mis dans l'ordre. Ou alors elles sont du chapitre 1, je sais plus. Il y a Judy Ops. 3 ancrables, c'est une 2-3. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Son propriétaire pioche une carte et elle cherche de l'or. On a encore une possibilité de bannir nos propres objets là apparemment. Madame Judson, elle coûte 4, c'est non ancrable, c'est une 1-5. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Alors là, attention, à surveiller. Que, encore une fois, est-ce qu'on peut faire un deck orienté Floodborn avec elle qui nous remplit notre réserve d'encre à toute vitesse? À voir. Mais du coup, ça peut être intéressant, hein. Notamment s'il y a des personnages Floodborn qui coûtent pas cher. Mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je crois que les Floodborn, ils coûtent assez cher, hein. Style la fée clochette, des choses comme ça, la fée clochette à 6. J'avais fait une démonstration comme ça avec Bucky. Je suis pas sûr qu'elle soit si bien que ça, du coup. Ça vaudra le coup de regarder. Nick, 4 ancrable, c'est une 2-4. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez reprendre en main un objet glace à l'eau de votre défausse. Bon, bah va falloir. On retient que. Faudra qu'on voit ce que c'est que l'objet glace à l'eau. Du coup, un deck comme ça où on bannit, apparemment, où on pose son objet glace, on se le bannit avec les autres personnages, on le récupère avec Nick. Ils ont peut-être une idée là-dessous. Le bébé, 2 en crabe, c'est une 1-2. Tant que vous avez un objet en jeu, ce personnage gagne résistance plus 1 et hors d'atteinte. Ça, c'est intéressant. Parce que résistance plus 1 et hors d'atteinte, il devient un peu intouchable, entre guillemets, quoi. Et il farme de l'or. Bon, enfin, un objet en jeu quand même, hein. Une nouvelle carte à 1 ancrable en bleu. Ah bah c'est une 2-2 qui cherche un lore, voilà. Bon. Le prince charmant, 4 ancrables, ça fait une 3-3 qui cherche 3 lore. On a l'équivalent dans d'autres couleurs, hein. Coco Lapin, une 5 ancrable qui a 4-6 et qui cherche 2 lore. Pas de pouvoir, on a peut-être des équivalents là-dessus aussi. Elle est intéressante. Je connais pas le dessin animé là, Sisu, je sais pas trop, vous me direz. 4 non ancrables, 2 4 en stats, donc tout ça est assez nul. Mais à chaque fois qu'elle est envoyée à l'aventure, vous regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main. Et vous remettez l'autre sous la pioche, quoi. Ou les deux sous la pioche si vous les prenez pas. Et elle cherche de l'or. Donc très très bonne carte. L'esprit de l'eau, il coûte 4, il est en crabe cette fois-ci, 4-3. Il est hors d'atteinte, il cherche un lore. Ils sont pas fait chier sur le bleu pour l'instant, on n'a rien, hein. Winnie l'ourson, 3 ancrables, c'est une 2-3. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. Je vais le poser, l'envoyer à l'aventure, qui survive. Ça va dans le bleu, hein, mais m'enthousiasme pas trop. Et on arrive aux actions. Les personnages bleus, là, je suis très déçu, hein. Alors, 4 non ancrables. Chaque joueur choisit l'un de ses personnages dans le jeu et le place dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Wow, ça me paraît nul, c'est même pas une chanson, c'est rare ça. On laisse la possibilité à l'adversaire de choisir le personnage qu'il va enlever, donc déjà ça peut l'arranger. On va lui rajouter un encre.
je suis pas fan, hein. 4 douzaines 2. Coup de 4, c'est ancrable. C'est une chanson. Tous nos personnages gagnent résistance plus 2 jusqu'au début du prochain tour. C'est sympa, mais dommage que ça dure qu'un tour. Une action, projectile de fortune, ça coûte 3, c'est non ancrable. Choisissez l'un de vos objets et bannissez-le pour infliger 5 dommages à un personnage au choix. Encore sur du cassage d'objets. Alors cette carte fait polémique. Je sais pas si vous l'aviez vu. Elle coûte 1, c'est ancrable. Bon, en gros, ça coûte rien. Chaque adversaire révèle sa main et piocher une carte. Donc vous pouvez connaître toute la main de l'adversaire. Et donc, bah, je pense pour un joueur moyen, même un joueur comme moi, je me considère assez moyen. Sûr que ce soit utile, hein, mais je pense que pour un joueur très très fort, c'est du pain béni. Et donc, à mon avis, il faut être un très bon joueur pour réussir du coup à utiliser correctement cette carte. Mais je doute pas que de très bons joueurs sachent le faire et que ce soit une bonne carte pour eux. Puisqu'une fois qu'ils connaîtront la main de l'adversaire, ils sauront comment jouer les leurs, quelles sont les chances de l'adversaire de piocher telle ou telle carte. Ça leur permet d'éliminer des choses dans les stats, etc. Et voilà, il faut vraiment être loin dans la réflexion, quoi. L'arbalète, c'est un objet qui coûte 3, qui est ancrable. On peut l'incliner et payer 2 pour mettre moins 2 d'attaque à un perso pour le reste du tour. On peut l'incliner et la bannir pour tuer immédiatement un personnage dragon. J'y crois pas un instant, c'est trop conditionné, c'est trop cher. C'est pas un objet qu'on va auto-bannir non plus avec ce qu'on a vu là. Je vois pas hein, ce qu'ils ont fait en bleu là. La marmite, 2 ancrables. C'est un objet, on peut l'incliner, choisissez jusqu'à 2 personnages et retirez-leur un jeton dégâts chacun. Ok. L'atelier de Maurice, c'est un objet qui coûte 3, non ancrable. Chaque fois que vous jouez un autre objet, vous pouvez payer une encre pour piocher une carte. Et la fameuse glace à l'eau, qui coûte 1, qui est ancrable, qui est un objet du coup. Quand vous jouez cet objet, vous pouvez piocher une carte. Et à tout moment, on peut bannir cet objet, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons dégâts. Donc il faudrait mettre 4 glaces à l'eau pour jouer un deck bleu orienté bannissage d'objets. Mais à part la glace, on n'a rien d'autre à bannir vraiment là. Un autre objet. Ouais, là je vois pas ce qu'ils ont envie de faire là. Hein. Ça marchera pas tout ça là. Objet à 4 ancrables, boîte de sardines. Vos personnages épuisés gagnent hors d'atteinte. Donc ils pourront pas être ciblés par des dégâts et autres, mais bon. Ça fait cher pour ce que c'est ça aussi. Hein. Et c'est tout. Ah, mais il y a encore une couleur aussi. Je suis bête, j'ai oublié. J'ai oublié le gris. Oh non. Il est 2h30, j'en peux plus. Vous non plus peut-être. Et bah le bleu, je trouve que c'est bien nul. Voilà. En ce résumé pas instructif. La bête, 4. Ancrable, c'est une 3-4 qui cherche un encre. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui infliger un dégât. Je suis pas fan. La grosse bête qui coûte 6 qui est ancrable, 2-8. Si des dégâts sont infligés à l'un de vos persos, placez-les sur la bête à la place. Ça c'est marrant. Je sais pas si ça marchera, mais ça ouvre la porte à des combos intéressants. Encore une bête qui coûte 5 qui est ancrable. On en avait en vert aussi les bêtes à 6 là. Héros tragique, 3-5. Elle peut être jouée en alter 3. Si ce personnage n'a aucun jeton dégâts sur lui au début de votre tour, piochez une carte. Sinon, il gagne plus 4 d'attaque pour le reste du tour. Ah ouais, c'est une carte très rare en plus. Parce qu'elle peut être jouée pour 3. Mais il faudra jouer avec une autre couleur pour trouver une labette qui coûte 2. Je ne sais plus s'il y en a une. S'il n'a pas de dégâts, on pioche une carte. Bah, c'est très fort, ouais, effectivement. Hein. Ça me paraît très très fort. Puisqu'on peut tout simplement le mettre en jeu. J'espère qu'on peut jouer pour 3. Ce serait vraiment cool. Le laisser tout droit. Et on pioche 2 cartes par tour. Et la seule manière pour l'adversaire de le gérer, c'est de mettre des dégâts. Il a 5, hein, 3-5.
Cette carte me paraît effectivement hallucinante. On pioche 2 cartes par tour, là, clairement. Et ça va être très dur de contrer ça. Si on peut la jouer pour 3, très très bonne carte. Oui, bah tu m'étonnes qu'elle soit dorée. Benja, il coûte 3, il est ancrable. C'est une 2-3. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Ok, sympa. C'est une alternative à la grosse bête du chapitre 1 qui coûte 4, qui tue un objet, là. Le chef Bogo, 4 non ancrables, c'est une 2-4. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, infligez un dégât à un personnage adverse. Peut-être. Alors la petite Cendrillon, elle par contre, incroyable, hein. Comme Simba, c'est une 2-2 qui coûte 2, qui est ancrable. Quand elle entre en jeu, on peut piocher une carte, puis en jeter une. Elle est trop bien pour toutes les interactions qu'on a vues déjà sur les Cendrillons. Et pour la grosse Cendrillon, qui peut être jouée en alter 5, qui sinon coûte 7, qui est ancrable, qui est une 5-5 qui a résistance plus 2 et qui cherche 3 l'or. Et en plus, qui peut aller tuer les personnages redressés si on a joué une chanson. Extraordinaire, les Cendrillons là. Trop trop fort. Le Donald qui coûte 5 qui est ancrable, c'est une 6-5 qui cherche un lore. On aurait préféré une 5-6. Ellie le Buff, une 2-5 qui coûte 4 ancrable qui cherche de l'or. L'énorme dingo. Peut-être on va le voir. Ça coûte 9 ancrable. C'est une 10-10 qui cherche 4 l'or. Moi j'y crois pas trop parce que le temps qu'il sorte, on a le temps de le gérer. Mais je pense à la sorcière là qui permet de jeter des cartes qu'on a en main et de gagner autant de l'or qu'il y a sur la carte. On peut le mettre dedans juste pour le jeter et gagner 4. À voir. En tout cas, c'est sympa d'avoir des grosses cartes comme ça. Hercule, 6 qui est ancrable, une 6-3 qui peut être joué pour 4. On a déjà des Hercules qui permettent de jouer, il me semble. Et il a résistance plus 2. Donc lui, il est très très fort, hein. Il charge 2 encres. Si on joue pour 4, vous mettez une 6-3 qui a résistance plus 2. Donc c'est une 6-5, voire mieux. Ouais, c'est très très balèze, hein. Là, très très bonne carte, le Hercule divin, là, hein. Ah, il peut être joué du coup là-dessus, sur le petit Hercule, qui est une 2-3 pour 2. Pas extraordinaire, mais ça permet de jouer l'autre pour 4. Il me semble dans le chapitre 1, il y a un Hercule gris aussi pour 3 qui est rempart là. Donc ouais, non, celle-ci là, excellente carte, hein. Jafar, qui coûte 4, qui est ancrable, c'est une 3-4 qu'on peut jouer pour 2 en alter. Lorsque ce personnage en bannit un autre pendant un défi, vous pouvez piocher une carte. Waouh, très fort. Est-ce qu'on a un Jafar qui coûte 2? Ouais, il est là, donc on pourra le jouer. Et en gris, c'est beau par contre ce qu'ils ont fait là, hein. Ça donne envie d'essayer plein de choses, hein. 2 en crabe, c'est une 3-2. Durant votre tour, il gagne insaisissable. Même le petit Jafar, il est bien là. Ok, il se transforme en serpent, super. Donc une 6 ancrable en 4-5 qui a résistance plus 1. Quand ce personnage en bannit un autre pendant un défi, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 2 dégâts. Waouh. En gris, ça tabasse, hein. En gris, j'espère qu'on pourra faire un deck gris quelque chose qui sera capable de lutter contre les decks aggro. Et du coup, là, il y aura des matchs très intéressants parce que avec les résistances et tous les monstres qu'on a là, il y aura du beau combat, hein. Une 0-4 qui coûte 3 ancrable. Tant que ce personnage n'a pas de jeton dégâts sur lui, il gagne plus 4, donc c'est une 4-4. Li Shang, 5 ancrable, c'est une 3-6. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres gagnent insaisissable. Bof. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de gagner insaisissable pendant notre tour, ça sert si l'adversaire a aussi des personnages insaisissables. Du coup, on peut réussir à les attaquer. Une 3 ancrable. Les balais magiques, c'est une 2-3. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un autre qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça aurait été bien si elle coûtait que 2, je pense. Une 4 non ancrable qui est en rempart, donc 2-4. Rempart à tour 4, c'est tard quand même, hein. Ce personnage peut défier des personnages redressés. Donc après, elle est capable d'aller taper les personnages qui ne se sont pas engagés. Alors c'est pas mal, mais elle a que 2 d'attaque. Je pense pas qu'elle méritait d'être en carte dorée, elle, hein. Je sais pas qu'elle est pas bien, mais Namahari, c'est la deuxième qu'on voit là. Bof.
Une 4-8 qui coûte 6 en crabe qui cherche de l'or, c'est pas chat. Une 4-3 qui cherche un leurre qui coûte 3. Prince sans le sou. Une autre reine de cœur qui coûte 7 en crabe, 5-6 en stats. C'est bon ça, qu'on leur coupe la tête. Chaque fois qu'un personnage adverse est banni, vous pouvez redresser la reine. Ah, ça c'est bon ça. Ok, c'est même plus Scar que j'ai envie de rejouer, maintenant c'est elle. Ouais, du coup là, très très drôle. Et j'imagine qu'elle peut aller les tuer un par un. Avec la résistance sur le gris là, j'espère qu'on pourra faire durer la partie et qu'on pourra les tuer plein de monde avec la reine. Robin des Bois, une 1-3 pour 2 non incrables. On peut l'incliner pour choisir un personnage et lui mettre un dégât. Une 1-1 pour 2 ancrables. Quand ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte et en jeter une. Assez fort du coup. Ouais, mais 1-1, il va se faire éclater. Et il charge de l'or. Ouais. Le prince, donc lui on l'avait vu aussi, je l'avais joué. Sympa. Très sympa, hein. C'est une 3 qui est ancrable. Elle peut arriver en rempart et elle a 1-3, donc 3 de défense. Et en plus, elle a résistance plus 1 et elle va chercher de l'or. Donc c'est une bonne carte. La Tiana, qui a résistance plus 2 au tour 4, c'est pas mal. C'est une 1-4. Ça résiste beaucoup, hein. Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. Ça, c'est assez nul car vraiment très très situationnel. Une autre Tiana qui coûte 1, qui est en crabe. C'est une 1-3 pour 1, comme le bonhomme de neige en violet. Enfin, on a plein de cartes comme ça. On arrive aux actions grises. 2 ancrables, fonce. Choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 et résistance plus 2 pour le reste du tour. Je crois pas trop. C'est bien, résistance plus 2, offensif plus 2, ça devient un monstre, hein. Mais ça dure qu'un tour. La chanson, pour 3 non ancrables, choisissez un personnage, infligez-lui 2 dégâts et piochez une carte. Ouais. Je sais pas. Assez moyen, pas mal, mais sans plus. Une action pour 2 non ancrables. Choisissez un personnage qui peut défier des personnages redressés pour le reste du tour. Ça, j'y crois beaucoup plus, hein. À voir, mais aller exploser des personnages redressés avec qui on veut, c'est fort. Maintenant, 2 non ancrables, quoi. Et c'est pas une chanson. Mais ouais, pour contrer certaines choses, c'est bien que ce soit là. Une chanson pour 3 ancrables. Choisissez un personnage et mettez-lui autant de dommages que de persos que vous avez en jeu. Ok, ça peut être sympa. L'image est pas mal. Dernier canon, donc ça c'est un objet qui coûte 1 qui est ancrable, qui reste sur le jeu. On peut bannir cet objet pour mettre offensif plus 3 à un personnage pour le reste du tour. Ouais. L'armure qui elle est très bien. Alors elle est non ancrable, elle coûte 2, c'est un objet, mais on peut l'incliner et mettre résistance plus 1 à qui on veut. J'avais fait une partie avec ça que j'avais filmé, là je vous avais montré, ça marchait très bien. Les haltères, encore un objet pour 3 ancrables. Chaque fois que vous jouez un personnage qui a au moins 4 d'attaque, vous pouvez payer une encre pour piocher une carte. Ouais, c'est bien sur de la fin de partie, quoi, mais... Vraiment sur de la grosse fin de partie dans un deck gris-bleu, peut-être. Sinon, j'y crois pas trop. Ça y est. Ça y est, on a fait le tour. Bon. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai pas trop ennuyé. En tout cas, s'il y en a qui sont allés au bout, voilà, je vous félicite. Et bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien, vous remercier en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo. Il y a le petit concours si vous voulez peut-être avoir la chance d'obtenir des boosters d'Orcana saison 2 là, hein. J'en ai, on joue pas, donc on les distribue. Vous pouvez regarder en dessous là en commentaire. Et puis bah, merci en tout cas à tous ceux qui suivent et soutiennent la chaîne et qui ont apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire là. J'ai dû dire pas mal de conneries parce qu'en 1h20, j'ai pu en laisser passer des choses, hein. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.